Chapitre 7. Le rendez-vous dans Soho. Trois semaines après, Austin reçut un mot de Villiers, le priant de passer chez lui cet après-midi ou le suivant. Austin, ayant choisi le plus tôt, trouva Villiers assis à son ordinaire près de la fenêtre, et qui paraissait perdu en méditation sur le languissant commerce de la rue. Il y avait près de lui une table en bambou dorée et peinte, et dessus une petite pile de papier, aussi nettement rangée et étiquetée que quoi que ce fût dans le bureau de M. Clark. « Eh bien, Villiers, avez-vous fait quelques découvertes durant ces 3 semaines ?»« Je pense. J'ai ici une note ou deux qui m'ont frappé, et voici un rapport sur lequel j'appelle votre attention. » Et ces documents ont trait à Madame Beaumont? Et c'était bien Crashaw que vous avez vu sur le seuil de sa porte dans Ashley Street? Quant à cela, ma conviction reste entière, quoique ni mon enquête ni mes découvertes n'aient eu spécialement trait à Crashaw. Mais ces recherches ont eu un résultat. J'ai pu déterminer qui est Madame Beaumont. Qui est Madame Beaumont? Dans quel sens l'entendez-vous? Je veux dire que nous la connaissons mieux sous un autre nom. Sous quel nom? Herbert. Herbert, répéta Austin. Oui, la Madame Herbert de Paul Street, l'Hélène Vaughan d'aventures antérieures que j'ignore encore. Vous aviez raison de reconnaître sa physionomie. En rentrant chez vous, regardez le portrait qu'a dessiné Meyrick dans son livre des horreurs, et vous connaîtrez la source de cette ressouvenance. Et vous avez la preuve de tout cela? La meilleure des preuves. J'ai vu Madame Beaumont, Madame Herbert, si vous aimez mieux. Où l'avez-vous vue? Pas à l'endroit où vous iriez chercher une dame d'Ashley Street, Piccadilly, mais dans une des rues les plus sordides et les plus mal famées de Soho. Et elle entrait dans une maison. En fait, j'y avais pris rendez-vous, quoique non pas avec elle. Elle fut exacte, et quant à l'heure et quant au lieu. Tout cela paraît presque incroyable. Rappelez-vous, Villiers, que j'ai vu cette femme parmi le flot ordinaire du monde, causant et riant et humant son chocolat dans un salon banal, au milieu de gens banals. Mais après tout, vous savez ce que vous dites. Assurément, et je ne me suis pas laissé mener par mes imaginations ni par mes fantaisies, car je ne pensais guère à trouver Hélène Vaughan, alors que je poursuivais Madame Beaumont dans les eaux les plus troubles de Londres. Tel a été pourtant le cas. Vous avez dû aller dans de drôles d'endroits, Villiers. Oui, j'ai été dans de drôles d'endroits. Il aurait été inutile, vous savez, de courir à Ashley Street, demander à Madame Beaumont une petite esquisse de son existence antérieure. Présumant, et c'était présumable, que ses annales n'étaient pas des plus nettes, il était presque certain que jadis elle avait fréquenté des cercles moins raffinés qu'aujourd'hui. Si vous voyez de la vase à la surface d'une rivière, vous pouvez être certain qu'elle vient du fond. J'allais au fond. J'ai toujours aimé à plonger dans Queen Street pour mon plaisir. Et dans l'espèce, ma connaissance des êtres et des habitants m'a été de grand usage. Il est inutile de vous dire que mes amis n'avaient jamais entendu prononcer ce nom de Beaumont. Et comme je ne connaissais pas la dame, et que, partant, je ne pouvais la décrire, il m'a fallu travailler indirectement. Les gens de ce quartier-là me connaissent. J'ai rendu à l'occasion de petits services à quelques-uns d'entre eux, ce qui fait qu'ils m'ont communiqué sans difficulté leurs renseignements, d'autant plus qu'ils me savaient sans relation directe ou indirecte avec Scotland Yard. Néanmoins, il me fallut jeter beaucoup de lignes avant d'attraper ce que je voulais. Et quand j'eus ferré le poisson, je ne crus pas d'abord que c'était le mien. Mais par suite d'un amour instinctif pour les informations inutiles, j'écoutai ce qu'on me contait, et je me trouvai ainsi plus riche d'une autre histoire, quoique sans rapport avec mon histoire, pensai-je. Voici la chose. Il y a environ 5 ou 6 ans, une femme du nom de Raymond
apparut tout à coup dans le quartier dont je vous parle. On la décrit comme fort jeune à cette époque, âgée probablement de 17 ou 18 ans, très belle et paraissant venir de la campagne. Je mentirais en disant qu'elle trouva son milieu naturel dans ce quartier et les gens qui l'habitent, car, d'après les récits qu'on m'a faits, la pire tanière de Londres est encore trop bonne pour elle. La personne qui me donna ces détails, rien moins qu'un puritain, comme vous pensez, semblait mal à l'aise à me dire tout ce qu'on attribuait à l'étrangère. Après avoir vécu là 1 an, peut-être moins, elle disparut aussi soudainement qu'elle était venue, et l'on n'entendit plus parler d'elle jusqu'à l'époque de l'affaire de Paul Street. Elle ne revint d'abord à ses anciens repères qu'occasionnellement, plus fréquemment ensuite. Elle finit même par se loger comme autrefois dans le quartier, et y passa 5 ou 6 mois de suite. Il est inutile d'entrer dans les détails sur sa façon de vivre, et si vous le désirez, regardez le legs de Meyrick. Ses dessins ne sortaient pas de son imagination. Elle disparut de nouveau, et on la perdit jusqu'à ces derniers mois. À cette époque, d'après mon informateur, elle avait loué plusieurs pièces dans une maison qu'il m'indiqua, et elle se rendait à cet appartement 2 ou 3 fois par semaine, toujours à 10 heures du matin. On me fit entendre qu'elle devait y venir un certain jour de la semaine suivante, et je m'arrangeai en conséquence pour faire le guet avec mon Cicérone à 10 heures moins le quart. Une égale ponctualité nous amena l'heure et la dame. Nous nous tenions alors sous une porte en retrait de la rue, mais elle nous vit et me lança un regard que je serais long à oublier. Ce regard était suffisant pour me faire reconnaître madame Herbert dans Miss Raymond. Quant à madame Beaumont, elle m'était bien sortie de la tête. Cependant, la dame était entrée au gîte. J'attendis jusqu'à 4 heures qu'elle en sortît et me mis à la suivre. Ce fut une longue chasse, et il me fallait prendre grand soin de rester assez en arrière, sans pourtant la perdre de vue. Elle me mena dans le Strand, puis à Westminster, enfin à St. James Street et Piccadilly. Une surprise me vint à la voir tourner dans Ashley Street, et la pensée que madame Herbert et madame Beaumont ne faisaient qu'une, mais cela était encore bien improbable. Cependant, je me mis au guet, ne la quittant pas des yeux, et notant la maison où elle entrait. C'était la maison aux rideaux de joie, la maison fleurie, la maison d'où Crashaw était sorti la nuit qu'il se pendit dans son jardin. Je repartais avec mon bulletin d'information quand une Victoria découverte passa et alla s'arrêter devant cette même maison. J'en conclus, et avec justesse, que madame Herbert allait faire une promenade. Je pris un hansom et suivis sa voiture au parc. Là, je tombai sur quelqu'un de connaissance, et nous nous mîmes à causer, pas très loin du chemin des voitures auquel je tournais le dos. Nous étions là depuis 10 minutes à peine, quand mon ami salua. Je me retournai et reconnus la femme que j'avais suivie tout le jour. « Qui est-ce » demandai-je, et la réponse fut « Madame Beaumont, elle habite dans Ashley Street. » Il n'y avait plus de doute. Je ne sais si elle me vit, mais je ne crois pas. Là-dessus, je rentrai, et à la réflexion conclus que mon cas valait la peine d'être porté chez Clark. Pourquoi chez Clark ? Parce que j'étais sûr que Clark connaissait au sujet de cette femme des choses dont je ne sais rien. Et alors ? Monsieur Villiers s'assit et regarda fixement Austin en répondant. Mon idée est que Clark et moi, nous allions chez madame Beaumont. Vous n'iriez pas dans une maison pareille ? Non, non, Villiers, vous ne pouvez pas faire cela. De plus, considérez, quel résultat ? Je vous le dirai. Mais j'allais ajouter que mes renseignements ne s'arrêtent pas là. Ils ont été complétés d'une façon inopinée. Regardez ce joli manuscrit. Il est paginé, vous voyez, et j'ai poussé la coquetterie jusqu'à le nouer d'un ruban rouge. On dirait des papiers d'affaires, vous ne trouvez pas ? Parcourez-les, Austin. C'est le compte-rendu des distractions que madame Beaumont offrait à ses hôtes de choix. L'homme qui a écrit cela s'en est tiré vivant,
mais je ne pense pas qu'il en ait pour de longs jours. Les médecins déclarent qu'il a dû éprouver une grave secousse. » Austin prit le manuscrit, mais ne le lut pas. Ayant ouvert au hasard ces pages proprettes, son œil fut accroché par un mot suivi d'une phrase, et le cœur soulevé, avec des lèvres blanches et une sueur aux tempes, il jeta le papier par terre. « Reprenez-le, Villiers, et ne m'en parlez plus jamais. Eh quoi, homme? Êtes-vous fait de pierre? Quoi? Mais la crainte et l'horreur même de la mort, et les pensées de celui qui se tient debout lié sur le noir échafaud dans le matin aigu, tandis que la cloche lui tinte aux oreilles, et qu'il guette le bruit du déclenchement, ne sont rien comparés à ceci. Je ne veux pas le lire, je ne dormirai plus. » Soit, j'imagine sur quoi vous êtes tombé, et c'est assez laid. Mais après tout, c'est une vieille histoire, un antique mystère retapé de nos jours, où les rues noires de Londres remplacent comme décor les vignobles et les jardins d'olives. Nous savons ce qui advenait de quiconque rencontrait le dieu Pan. Les sages savent que tout symbole est symbole d'une réalité, non pas de néant. Et c'était en vérité un symbole exquis que celui-là, sous lequel les hommes de jadis voilaient les forces secrètes et redoutables qui sont au cœur de toute chose, les forces devant qui l'âme humaine se fane et meurt, noircie comme le corps même le serait par des courants électriques. Ces forces ne peuvent se nommer ni concevoir que sous un voile qui apparaît à la plupart comme une fantaisie de poète, à quelques-uns comme le conte des niais et des fous. Mais vous et moi, nous avons connu en quelque chose la terreur qui peut habiter les royaumes secrets de la vie par-dessous la chair. Nous avons vu ce qui est sans forme assumer une forme. Oh, Austin, cela se peut-il ? Comment le soleil lui-même ne devient-il pas ténèbres devant ces choses, et la terre décombre sous un pareil fardeau? Villiers se promenait de long en large dans la chambre, et des gouttes de sueur perlaient à son front. Austin se tenait silencieux, mais Villiers le vit faire un signe. « Je le répète, Villiers, vous n'irez jamais dans une telle maison, vous n'en sortirez pas vivant. » « Si, Austin, j'en sortirai vivant, moi et Clark. »« Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas, vous ne voudriez pas. » « Attendez. » Il faisait bon et frais sous la brise du matin, même dans cette triste rue, et j'eus envie d'une promenade. Piccadilly déployait devant moi sa perspective claire et brillante, et le soleil luisait sur les voitures et sur les feuillages frissonnants du parc. C'était un joyeux matin, hommes et femmes regardaient le ciel et souriaient en se rendant à leur œuvre de plaisir. Et le vent soufflait aussi mollement qu'il souffle ailleurs, sur des prairies ou sur le parfum des bruyères. Je ne sais comment je me trouvais hors du tumulte et de la gaieté, arpentant une taciturne rue où l'on ne goûtait ni le soleil ni l'air, où les passants marchaient sans hâte et musaient aux portes. Moi, j'allais, sachant à peine où et pour quoi faire, mais comme contraint, ainsi qu'on l'est parfois, d'avancer avec le soupçon seulement d'un but inconnu. Ainsi j'allais, attentif tour à tour au mince commerce des laiteries, où, surpris du mélange incongru de pipes à un sou, de tabac noir, de bonbons, de journaux, de chansons comiques, entassés dans l'espace étroit d'une seule vitrine. Enfin, un frisson, je pense, m'avertit que j'avais trouvé, et après avoir regardé autour de moi, je m'arrêtai devant une boutique poussiéreuse, dont l'enseigne avait fané, dont les briques, rouges il y a 200 ans, avaient tourné au noir, dont les fenêtres avaient subi le brouillard et la boue d'innombrables hivers. Je vis ce dont j'avais besoin, mais je pense qu'il me fallut bien 5 minutes avant de me maîtriser et de pouvoir demander cela d'une voix et d'une face calme. Je suppose qu'il y eut tout de même un tremblement dans mes paroles, car le vieil homme que je vis sortir de sa noire arrière-boutique
et qui tâtonnait à travers ses marchandises, me jeta un regard soupçonneux tandis qu'il ficelait mon paquet. J'avais payé que je me tenais encore au comptoir, avec une étrange répugnance à saisir mon emplette et à m'en aller. Je lui parlai de son commerce et appris que cela allait mal, que les bénéfices baissaient toujours, que la rue n'était plus qu'elle avait été jadis, avant que le courant commercial en eût été détourné, et que cela s'était fait 40 ans avant, juste à la mort de mon père, ajouta-t-il. Je sortis enfin et m'éloignai vivement, mélancolique rue, certes. Je fus content de retrouver la cohue et le bruit. Voulez-vous voir mon achat? Austin ne dit rien, mais inclina un peu la tête. Il paraissait de plus en plus pâle et affecté. Villiers ouvrit un tiroir de la table en bambou et montra à Austin un long rouleau de corde dure et neuve, terminé à un bout par un nœud coulant. C'est la meilleure qualité de chanvre, dit Villiers, telle qu'on l'employait dans l'ancien commerce, m'a dit l'homme. Pas un fil de jute d'un bout à l'autre. Austin sentit ses dents se serrer et contempla Villiers en pâlissant. « Vous ne ferez pas cela, murmura-t-il enfin. Vous ne voudrez pas verser de sang. Mon Dieu, s'exclama-t-il avec une véhémence soudaine. Ce n'est pas cela que vous voulez dire, Villiers, que vous allez faire le bourreau. Non, la créature aura le choix, et je la laisserai seule et sous clé un quart d'heure avec cette corde. Et si, quand nous rentrerons, tout n'est pas fini, j'appellerai le premier policeman. Voilà. Je m'en vais, je ne puis demeurer plus longtemps, ni entendre cela. Bonsoir. Bonsoir, Austin. La porte se ferma. Un instant après, Austin était là encore, pareil à un spectre. J'oubliais, dit-il, que j'ai aussi mon information à donner. Une lettre de Buenos Aires, du docteur Harding, m'apprend qu'il a soigné Meyrick pendant ces 3 dernières semaines. Et vous dit-il ce qui l'a enlevé en pleine jeunesse? La fièvre? Non, pas la fièvre. D'après le docteur, ce serait un affaiblissement général de l'organisme, dû sans doute à un grave ébranlement. Mais il ajoute que le malade ne lui fit aucune confidence, et qu'il se trouvait par suite en état d'infériorité pour traiter le cas. C'est tout? Oui. Le docteur Harding finit sa lettre ainsi. Je pense que voilà tous les renseignements que je puis vous donner sur votre pauvre ami. Il n'a pas demeuré longtemps à Buenos Aires, et n'y connaissait personne, à l'exception d'une dame qui ne jouit pas de la meilleure réputation. Elle est partie depuis, et on l'appelait Madame Vaughan.